Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui un numéro du Dessous des cartes un peu particulier. Cela fait un moment que j'avais envie de vous parler de musique, ou mieux encore justement de me taire, pour pouvoir vous faire entendre de la musique. Nous allons donc aujourd'hui tendre l'oreille vers 3 régions du monde, car les musiques, vous allez le voir, sont des révélateurs géographiques, sociaux et même politiques. Partons tout d'abord au large des côtes africaines. Cette chanson, nous la connaissons tous, elle a fait le tour du monde. Son interprète, Cesaria Evora, est une star internationale et certainement la meilleure ambassadrice de son pays, car en popularisant ce style musical qu'on appelle la morna, elle a fait connaître l'archipel du Cap-Vert. La morna prend naissance dans l'île de Boa Vista à la fin du 19e siècle. Et cette musique résume assez bien l'histoire et la géographie du pays. Le Cap-Vert est un archipel situé à quelques 500 km des côtes africaines. Le pays compte environ 500 000 habitants, une population métissée et qui s'est largement expatriée puisque aujourd'hui, 700 000 Cap-Verdiens vivent en diaspora, surtout aux États-Unis et en Europe. En fait, ces îles étaient totalement inhabitées lorsque Diego Gomes en prend possession au nom du Portugal en 1460. L'archipel devient alors un véritable carrefour. D'abord pour les navires portugais, en route vers le Brésil, ensuite pour la traite des Noirs, déportés vers les Amériques, le Cap-Vert étant le dernier point de ravitaillement avant la traversée de l'Atlantique. Les colons portugais importent aussi leurs propres esclaves dans les plantations. C'est alors que prend forme le créole capverdien, langue dans laquelle s'expriment aujourd'hui les chants traditionnels du Cap-Vert. Au milieu du XIXe siècle, une compagnie maritime anglaise installe un dépôt de charbon sur l'île de São Vicente. Les navires britanniques, en route vers les Indes, y font escale, apportant leur musique et leurs chants. Puis ensuite arrivent les baleiniers américains. Ils recrutent des hommes qui s'embarquent volontiers sur les navires pour échapper aux colons ou pour fuir les famines récurrentes dues à la sécheresse. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux resteront aux États-Unis, emportant ainsi leur tradition musicale. Alors ces rencontres et ces allers-retours ont forgé l'identité capverdienne et métissé leur musique. De l'Europe, on retrouve par exemple l'influence du fado portugais, de l'Afrique, celle du landou angolais, et du continent américain, l'influence de la modinha brésilienne ou de la musique noire américaine née dans les champs de coton. Et ces quelques cartes nous ramènent au titre de la chanson de Cesaria Evora, Saudade, un mot d'origine portugaise pratiquement intraduisible et qui évoque mélancolie et exil. Alors on le voit bien, la musique est fortement identitaire, elle est révélatrice d'une histoire, d'une culture, elle participe à la connaissance et même à la reconnaissance d'un pays. Et c'est bien pour cela que dans certaines régions du monde, des régimes autoritaires ont tenté de l'étouffer. Alors partons justement maintenant en Asie centrale. La route de la soie, c'est sans doute la plus vieille route commerciale. Reliant la Chine au monde méditerranéen, elle a joué un rôle essentiel dans la circulation des marchandises, comme dans la diffusion des idées. Et bien sûr, les musiques s'y sont croisées, donnant ici naissance à 2 styles. En schématisant, d'un côté une musique de cour, d'origine persane, et présente surtout dans les centres urbains, comme Samarcande ou Bukhara, et de l'autre une musique plus improvisée, portée par les populations nomades, kazakhs, turkmènes ou kirghizes. Quand ces régions sont annexées, d'abord par la Russie, tsariste, puis par l'URSS, Moscou tente par tous les moyens d'effacer cette culture musicale qui puise ses racines dans une tradition musulmane. À partir des années 90, avec la fin de l'Union soviétique, cette musique ressurgit avec beaucoup de force.
Cette musique nomade des montagnes kirghizes avait été volontairement occidentalisée à l'époque soviétique. On remplaçait alors les instruments traditionnels par des instruments du répertoire occidental. Les mélodies étaient codifiées et les textes soviétisés. Alors en réaction, le musicien kirghize Nurlanbek Nishanov retrouve auprès des anciens les techniques de lutherie traditionnelle et fonde le groupe Tengirtu. Après avoir ressuscité ce patrimoine musical, le groupe le fait aujourd'hui connaître en se produisant sur les plus grandes scènes européennes. Partons maintenant un peu plus au sud, puisque c'est là, à cheval entre Tadjikistan et Ouzbékistan, qu'est né le chachmakam. Le chachmakam, en persan, cela veut dire littéralement les 6 modes. C'est une musique savante, une musique de cour, influencée par la tradition soufie. Elle prend racine dans les cités de Samarcande et surtout Bukhara. La période soviétique avait là aussi transformé cette tradition musicale en une sorte de cantate, interprétée par un chœur et un petit orchestre. Mais aujourd'hui, grâce à l'obstination de cet homme, Abdulvali Abdurrashidov, le chachmakam vit une période de renouveau. Il a créé à Douchambé l'Académie du chachmakam. Une jeune génération d'artistes a désormais la possibilité de perpétuer cette tradition musicale qui figure parmi les plus importantes du continent eurasiatique. On vient de le voir, si les musiques sont souvent éradiquées par des régimes totalitaires, un troisième exemple va nous montrer que des démocraties tentent aussi parfois de les faire taire. Partons donc maintenant pour l'île de la Réunion, un département français dans l'océan Indien. Cette musique, on l'a. C'est aussi une danse, un chant, un appel aux ancêtres. C'est une forme d'expression très identitaire pour tous les Réunionnais. Le mot Maloya vient du malgache Malaelo, qui renvoie à l'idée de mélancolie, de tristesse, mais qui signifie aussi parler, exprimer, dire ce qu'on a à dire. Cette tradition prend naissance dans les plantations vers la fin du XVIIe siècle, lorsque l'île devient une colonie française et qu'elle est baptisée Bourbon en hommage à la dynastie des rois de France. Pour certains colons, cette musique est un simple rituel. Mais pour d'autres, il faut l'interdire, car la musique, c'est le complot, le point de départ du marronnage, c'est-à-dire la libération de l'esclave. À partir des années 60 et 70, les rassemblements politiques et sociaux qui agitent la Réunion se font au rythme du Maloya. Et sous l'impulsion du gouvernement français, cette musique est réprimée, les musiciens sont arrêtés et les instruments confisqués. Et c'est seulement en 1981, au début de la présidence de François Mitterrand, que l'interdit est levé. Les musiciens de Maloya décident alors de le sortir du fait noir, c'est-à-dire l'ombre dans laquelle leur culture était plongée. Ils se remettent alors à jouer dans toute l'île, revendiquant ainsi une richesse ou plus une identité qui avait été en fait négligée parce qu'héritée de l'esclavage. En somme, musique ambassadrice, musique dialogue, musique croisée, échangée. Heureusement, là comme ailleurs, la pureté n'existe pas, car la musique se nourrit, s'enrichit constamment d'apports externes et de différences. Et puis nous avons aussi cette musique identité, musique de résistance, ce qui nous a donné envie de terminer cette émission par cette citation « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique ». Elle est tirée de la République et elle a été écrite par Platon. Alors si vous voulez continuer à entendre des musiques du monde ou des musiques traditionnelles, je vous signale la collection Okora, qui est éditée par Radio France et qui aborde de très nombreuses musiques de nombreux pays du monde. Et puis je vous signale le petit atlas des musiques du monde, qui est coédité par Mondomix et la Cité de la musique. Alors nous avons écrit cette émission justement en complicité avec les équipes de Mondomix, qui ont un site internet dédié aux musiques
du monde. Alors vous retrouverez toutes ces références sur le site du Dessous des cartes dont l'adresse est arte.tv.